Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 : Les 1000 facettes de la Tunisie. 1001 raisons de tomber amoureux de la Tunisie. Ah, la Tunisie avec sa lumière éblouissante et son ciel presque toujours bleu, comment ne pas l'aimer? Le visiteur ne peut qu'être fasciné par le désert tout proche de la mer, et les paysages de Tabarka lorsque la mer épouse langoureusement la montagne, et les panoramas multiples, constellés de vestiges de toutes les époques qui ont précédé la nôtre. Que dire du fameux dromadaire de la Marsa, des chats qui élisent domicile chez les poissonniers, et des ânes qui entravent courageusement la circulation urbaine avec leurs charrettes. N'oublions pas non plus les bambalounis et la Ke accent aigumia, le brassage coloré des cultures et les paradoxes décomplexés de ce pays mouche normale. Inoubliable, la sensualité du jasmin parfumé et la fragrance du thé à la menthe, auxquels se mêlent les senteurs des marchés de fruits et de légumes. Sans clore cette liste, ajoutons néanmoins la Dolce Vita, la tunisienne. Et le fameux Inch'Allah la baisse. La Tunisie, de par son histoire, a été formée ou envahie par de nombreuses civilisations. Depuis la reine libanaise Didon Elissa, en passant par les Romains puis les Arabes, les Turcs et les Français, qui cristallisent par leur proche antériorité quelques rancœurs, même si de nombreux Tunisiens sont résolument tournés vers le futur et voient leurs relations avec les Occidentaux bien au-delà des querelles du passé. Ce qui donne, des blonds aux yeux bleus, des roux, des petits, des grands, des noirs, des bronzés, des teints clairs, le nec plus ultra dans les annonces de mariage, mais aussi des femmes voilées, des niqabés et des mini-jupes, des fêtes de Noël à profusion. Des multilinguistes, des Tunisiens persuadés d'être arabes, des Tunisiennes ultra-occidentalisées et aussi un mélange de tout ça. Un marché près de la Médina de Tunis. Sur le mur, une œuvre calligraphique d'El Cid, artiste franco-tunisien internationalement reconnu. L'hospitalité tunisienne. La fameuse hospitalité tunisienne n'est pas une légende. Que vous soyez reçu par une famille aisée ou non, vous serez accueilli, qui que vous soyez, de la meilleure manière qui soit. Bien sûr, on vous servira le thé, le café et le jus de fruits ou gazouze pour commencer, et de quoi vous sustenter. Au minimum petits gâteaux et fruits, jusqu'à une kyrielle de mets et plats improvisés si votre visite est impromptue, les petits plats dans les grands si elle était prévue. Partout où vous serez invité à manger, on vous dira très rarement « Attention, ça fait grossir », mais ça a. Comprenez, très bon appétit, régalez-vous et surtout mangez jusqu'à vous n'en puissiez plus, notre plaisir sera de vous voir vous régaler. Inutile de négocier, il convient juste de répondre « Yatik saa ». Et c'est valable pour la nourriture, mais aussi pour la piscine, le hammam, enfin tout ce qui fait plaisir. Plus vous visiterez les villages reculés, plus vous découvrirez l'hospitalité à la tunisienne. Si vous êtes perdu, on vous offrira aide, gîte et couvert, même chez les plus pauvres. Dans les zones touristiques, certaines familles travaillent avec des guides ou des agences de voyage pour recevoir les touristes de passage, avec des spécialités comme la tabouna, toute chaude sortie du four en terre cuite, que l'on vous invitera à tremper dans un mélange d'huile d'olive et de miel, où l'on vous fera goûter la fameuse Ke accent aigumia, ou encore une assiette de pâtisserie locale avec du thé ou du café. Profitez de ce délicieux interlude pour vous délasser et surtout vous régaler, et laissez, si vous le pouvez, un généreux pourboire pour remercier. Et si vous êtes une femme ou plusieurs femmes, évitez l'invitation à boire un café de la part d'un homme, aussi poli soit-elle. Ici, cela correspond à peu près à l'invitation à dîner, et plus si affinité. Boire et manger à toute heure, ou presque. Les Tunisiens sont de très bons vivants et de gros mangeurs et la ration se doit d'être généreuse, que vous soyez chez l'habitant ou dans un petit restaurant de quartier. Même si depuis quelques années, la mode des régimes et de la nouvelle cuisine a fini par percer, ici il est naturel d'être gourmand, de manger à toute heure, et d'avoir des formes. Envie d'un couscous à 15 heures? Sans problème. Tous les restaurants ne possèdent pas la licence alcool. Ceux qui en bénéficient n'ont pas tous l'autorisation de servir de l'alcool pendant Ramadan. Depuis la Révolution, le choix est grand. Du restaurant traditionnel dans un palais, au sushi, en passant par le burger et les glaces italiennes. Les snacks et sandwicheries. Nombreux et variés, ils proposent une base de baguettes tunisiennes épaisses ou tabouna ou pain libanais,
de jambon de dinde bien sûr, ou de thon et une dizaine de salades et sauces au choix, dont les fameuses slata meshuya, salade de poivrons confits et harissa. Vous voulez tout? Dites Kaouelche. Une autre spécialité est le chapati tunisien, un délicieux sandwich rond, garni d'une omelette et d'autres ingrédients de votre choix, que l'on peut déguster plutôt dans la région de Sousse et Mahdia. Chips, brix, mlaoui et fricassés, à goûter absolument. Dans certains snacks, on vous sert de vrais chips, des brix minutes et les fameux fricassés, mini sandwich dont le pain est frit garni d'œufs, thon, olives et harissa. Quant au mlaoui, ce sont des crêpes épaisses légèrement feuilletées. Les snacks proposent souvent des plats traditionnels délicieux et à petit prix. Ils ne servent jamais d'alcool. On paye son sandwich plat d'avance à la caisse. Mouchnard. Non piquant, si vous n'êtes pas habitué au piment, felfel et à la fameuse harissa. NB, la meshuya peut être aussi très piquant. Chacun son tagine. Rien à voir avec le tagine marocain. Ici, le tagine est une sorte d'omelette très épaisse cuite au four dans un plat à cake, garni de pommes de terre et ou de poulet ou de fromage. Le tepsi est le plat de service en terre avec un couvercle pointu, appelé tagine au Maroc, comme le plat. Différent mais simple, non? Couscoussier, légumes, huile d'olive, grenade et tepsi. Tout lablabiste. Le lablabi, prononcé lablébi, est un plat très populaire. C'est une grosse soupe épaisse à base de pois chiches, cumin, harissa, parfois agrémentée d'un pied de veau ou mouton. Dans un grand bol, chacun mélange le bouillon avec pain rassis, cumin, variante, œufs pochés gluants, harissa et l'arrose d'un filet d'huile d'olive. Une deuxième version un peu controversée existe. On y rajoute du thon, des capres et des olives. Le lablabi se déguste à toute heure, même en after ou au petit déjeuner, surtout l'hiver car il a de nombreuses vertus populaires. Éviter la gueule de bois, rassasier pour quelques jours, éviter et soigner le rhume et faire le plein de vitamines. Très consistant. On aime ou on n'aime pas, il n'y a pas d'entre-deux. Mais encore. Les autres spécialités, zegougou, osben, gnawiya, torchi, meloukia, tellement délicieux. Au premier abord pour un Européen, ces spécialités incontournables sont assez effrayantes, mais on peut devenir accro, passer l'aspect et l'odeur déroutant. Le zegougou est une crème dessert qui ressemble à la crème de marron, à base de graines de pain mais avec un arrière-goût amer. On la déguste exclusivement pour fêter la naissance du prophète Mohammed. L'osben est un plat incontournable de la fête de l'Aïd. Ce sont boyaux de mouton farcis, plutôt pour les amateurs de tripes. La gnawiya est un ragoût de gombo, ce petit légume gluant couvert de poils. Peut être délicieux si très bien préparé. Le torchi est une salade de rondelles de navet en saumure, agrémentée d'harissa, d'huile d'olive, de karvi et de citron. La meloukia, préparée pour le nouvel an musulman pour que l'année soit verte, est un ragoût de bœuf ou mouton, mijoté des heures dans une sauce à la corette, une plante verte réduite en poudre au goût particulier. Les morceaux de viande nageant dans une sauce vert foncé, accompagnés d'une odeur assez forte, déroutent au premier abord. Une fois goûté, avec beaucoup de pain pour la sauce, ce plat deviendra vite l'un de vos préférés. Il y a aussi les chevrettes. Les petites crevettes roses et délicieuses que l'on trouve dans de nombreuses préparations dont la hodja chevrette. Zit, zitoun, zitouna. Zit veut dire huile et prend sa racine dans zitouna olive. L'huile d'olive se dit zit zitouna. Il existe aussi la banque zitouna et la radio zitouna qui sont toutes deux islamiques. L'apéro. En très bons vivants qu'ils sont, les Tunisiens adorent se réunir au café ou au restaurant pour boire un direct, partager gâteaux et gazouze, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, ou pour un apéro tel qu'on le connaît en France. Les plus fêtards ont pour habitude de boire quelques bières avant l'apéro. D'où la prolifération des offres seaux de bière dans les endroits festifs. Direct, mot à utiliser à volonté, par exemple. Si vous êtes dans un café, pour commander un café au lait. Si vous êtes dans un taxi, pour dire tout droit. Le cappuccino se dit capucin. Les kakis. Rien à voir avec la couleur ou le fruit. Véritable institution, les kakis sont des petits biscuits salés de forme allongée ou ronde, proches des graissins italiens. On en trouve presque à tous les coins de rue, au goûter des enfants comme à l'apéro. Ici, la KE accent aigumia est variée et souvent faite maison,
La bière a un énorme succès et précède d'ailleurs le plus souvent l'apéro comme une entrée en matière. Un patrimoine linguistique. La langue officielle de la Tunisie est l'arabe classique, mais environ 99% de la population parle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.